Salut tout le monde. Ce soir, nous allons voyager dans un passé où le pouvoir ne se mesurait pas seulement en armée ou en richesse, mais dans l'intimité des chambres royales. Vous allez découvrir à quel point, dans l'Antiquité, les rois manipulaient les corps pour contrôler les esprits. Oui, ça peut sembler étrange, mais rassurez-vous, on va rester sage, discret et un peu sarcastique, comme toujours. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi aussi en commentaire où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aime imaginer qu'on traverse ensemble les fuseaux horaires pendant que certains s'endorment déjà. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous marchez pieds nus sur les dalles froides d'un temple babylonien. L'air est épais d'encens et de murmures. Ici, le corps n'est pas privé. Il est un instrument sacré, une offrande, une preuve de pouvoir. Dans beaucoup de civilisations antiques, la sexualité n'était pas une affaire intime. C'était une langue codée entre les dieux et les hommes. Et les rois avaient appris à en devenir les traducteurs exclusifs. Les scribes de l'époque écrivent que le monde fut créé par l'union des divinités, un grand acte cosmique dont chaque roi devait rejouer le rôle. C'est ce qu'on appelle la hiérogamie, littéralement mariage sacré. Parfois, le souverain s'unissait rituellement à une prêtresse censée incarner la déesse de la fertilité. Une sorte de théâtre céleste, sauf que le public savait très bien que ce n'était pas une pièce. On assistait à une démonstration de puissance où la fécondité du royaume semblait directement liée à celle du corps royal. Imaginez un instant la scène. Une foule de notables réunis, silencieuse, observant le couple royal s'unir sous les yeux des statues divines. Si vous trouvez ça inconfortable, rassurez-vous. Même les contemporains trouvaient ça embarrassant. Il existe une tablette sumérienne où un haut fonctionnaire se plaint de la longueur excessive de ces rituels. Comme quoi, même dans l'Antiquité, on avait déjà inventé la réunion qui dure trop longtemps. Mais ces démonstrations avaient un but. Elles rappelaient à tous que le roi était l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et pour faire passer le message, quoi de plus efficace que de rejouer, devant témoins, l'acte créateur originel. Si le blé poussait bien, si le Nil débordait, si les troupeaux prospéraient, c'est que le roi avait bien fait son travail. Aucune pression, évidemment. Dans certaines cultures, la chose prenait un tournant plus cruel. En Égypte, par exemple, on raconte que certains pharaons forçaient leurs rivaux vaincus à participer à des rites d'humiliation publique. Il ne s'agissait plus de célébrer les dieux, mais de briser les corps pour rappeler qui détenait le pouvoir. Les sources divergent sur les détails. Les papyrus adorent exagérer. Mais l'idée était simple, transformer la domination politique en domination physique. Vous commencez à voir le fil rouge. À cette époque, le corps n'était jamais neutre. C'était une extension du pouvoir. Le vôtre, si vous étiez roi, ou celui du roi, si vous étiez sujet. Les Grecs, d'ailleurs, avaient une expression pour désigner ce type de contrôle total. Kratos episoma, le pouvoir sur les corps. On pourrait croire que Michel Foucault l'a inventé dans les années 70, mais non, c'était déjà un concept millénaire. Et puis, il y avait la peur. Rien ne servait mieux l'autorité qu'un parfum de terreur savamment dosé. Dans certaines cités mésopotamiennes, les rois menaçaient d'user de punitions sexuelles contre les traîtres, non pas par sadisme, mais parce que ces humiliations laissaient une trace sociale indélébile. Dans des sociétés obsédées par l'honneur et la lignée, perdre symboliquement sa virilité revenait à perdre son nom. Ironiquement, malgré ces pratiques, les mêmes rois se faisaient peindre ou sculpter dans des poses hiératiques, calmes, presque divines, comme si tout ce théâtre charnel n'avait jamais existé. Un peu comme ces PDG modernes qui passent leur journée à négocier des contrats féroces, mais posent ensuite devant un bonsaï pour leur photo LinkedIn.
On pourrait croire que tout cela est exagéré, mais les archives sont pleines de détails trop étranges pour être inventés. Savez-vous, par exemple, que certains temples babyloniens possédaient des chambres d'union, réservées exclusivement aux rois et aux prêtresses, avec des bassins parfumés, des tissus importés et même des offrandes de miel pour adoucir la langue des dieux. Si ça ne respire pas le contrôle millimétré, je ne sais pas ce qui le fait. Et pourtant, un doute plane toujours. Ces rituels étaient-ils vécus comme une célébration ou comme une contrainte? Les historiens ne s'accordent pas. Peut-être que le peuple voyait là un moment sacré, peut-être que certains y lisaient, déjà, une démonstration de domination absolue. Vous vous souvenez de la crème solaire à la crotte de crocodile? On nage dans le même genre d'idées. Ce qui nous semble inconcevable aujourd'hui était logique hier. Dans tous les cas, la leçon est claire. Dans l'Antiquité, le pouvoir ne se prouvait pas seulement par la force militaire ou les impôts. Il se prouvait par le corps. Et les rois avaient compris que l'intimité pouvait être l'arme la plus redoutable. Vous sentez l'encens? Vous entendez le murmure des prêtres? Vous êtes au cœur d'un monde où les dieux parlent par les gestes et où le silence de la foule vaut toutes les lois. La question c'est, qu'arrive-t-il quand un roi décide d'utiliser ces rituels pour humilier ses ennemis? Spoiler, les pharaons avaient quelques idées très inventives. Vous êtes maintenant dans la pénombre tiède d'un temple égyptien, les murs recouverts de fresques racontant 1000 ans d'histoire royale. Vous sentez l'odeur des huiles parfumées, un mélange entêtant de lotus, de myrrhe et d'un peu de sueur. Oui, même les dieux ne pouvaient rien contre la chaleur du Nil. Les tambours résonnent doucement quelque part derrière les colonnes, et vous comprenez vite qu'ici, le corps et le pouvoir sont indissociables. Les pharaons, ces demi-dieux vivants, maîtrisaient l'art de transformer l'intimité en outil politique. Leur corps appartenait aux dieux, disaient-ils, mais en pratique, c'est le vôtre qui leur appartenait si vous aviez le malheur de leur déplaire. Dans l'Égypte antique, le sexe n'était jamais privé, il était sacré et, parfois, il devenait une arme. Un exemple célèbre. Le règne de Ramsès III. Les archives racontent une affaire d'État aux dimensions presque théâtrales, une conspiration menée par l'une de ses épouses, Thiais, et plusieurs eunuques du harem royal. Le but, renverser Ramsès en manipulant ses propres pratiques sexuelles. Les conspirateurs ont tenté d'exploiter ce que l'on appellerait aujourd'hui des secrets d'alcôve, une sorte de chantage antique où la réputation intime valait plus qu'une armée. Si ça vous rappelle certains scandales politiques modernes, vous n'êtes pas seul. Et pour ceux qui échouaient à renverser le pharaon, l'humiliation publique était souvent la sentence. Certaines sources mentionnent des rites d'inversion, où les rebelles vaincus étaient forcés de participer à des cérémonies sexuelles dégradantes devant témoins. Attention, on reste dans le non explicite ici. Ce qui importait, ce n'était pas l'acte lui-même, mais la perte de dignité. Dans une société obsédée par la pureté, il n'existait pas de châtiment plus efficace. Les pharaons savaient aussi retourner ces symboles à leur avantage. Prenez Akhénaton, par exemple. Cet empereur au visage fin, qui a bouleversé le panthéon égyptien en imposant le culte d'Aton, utilisait les représentations de son intimité pour prouver sa proximité avec les dieux. Les fresques le montrent enlacé, parfois même dans des poses que certains trouvent trop humaines pour un pharaon. Était-ce une volonté d'apparaître proche du peuple ou une manière subtile de dire « Voyez, même les dieux m'ont choisi pour leur incarner sur terre. Les chercheurs s'arrachent encore les cheveux là-dessus. Et vous, pendant ce temps, vous imaginez les scribes penchés sur leur calame, essayant de trouver la bonne tournure pour décrire tout ça sans déclencher une crise théologique. On suppose que certains ont dû rire en douce et se faire couper la langue juste après. Oui, le job n'était pas sans risque. Le plus fascinant, c'est que l'humiliation, dans l'Égypte antique, dépassait le simple individu. Elle touchait la lignée.
Dégrader publiquement un adversaire, c'était condamner symboliquement ses ancêtres et ses descendants. C'était dire « ton sang ne vaut plus rien ». Dans un monde où l'au-delà comptait plus que la vie, cette destruction morale était parfois pire que la mort. Les fresques des temples servaient alors de tweet éternel. Une fois gravé, votre déshonneur restait pour l'éternité. Pas de bouton « supprimer » à l'époque. D'ailleurs, les pharaons ne faisaient pas que punir leurs ennemis. Ils manipulaient aussi leurs proches. Les reines, par exemple, étaient souvent placées au centre de ce théâtre politique. Cléopâtre VII, bien plus tard, utilisera son image sensuelle comme arme diplomatique, mais l'idée n'était pas nouvelle. Dès le Nouvel Empire, les épouses royales servaient de symboles vivants. Épouser une princesse étrangère équivalait à annexer symboliquement son peuple. Quand le mariage échouait, il arrivait que la dot humaine devienne une pièce dans un rituel humiliant destiné à rappeler la supériorité égyptienne. Un papyrus récemment déchiffré laisse même entendre que certains pharaons, lorsqu'ils recevaient des ambassadeurs hostiles, les forçaient à participer à des banquets d'union où les rôles sociaux étaient renversés. Imaginez un ministre hittite assis, contraint de sourire pendant que le pharaon expliquait publiquement son droit divin à tout exiger, y compris l'inconfort personnel de ses invités. Une diplomatie version hardcore, mais avec beaucoup d'encens. Et pourtant, tout n'était pas domination. Certains rituels sexuels avaient une dimension protectrice pour le peuple. Lors des grandes sécheresses, on organisait des processions où le pharaon simulait, devant les statues des dieux, l'acte créateur primordial. L'idée était de réveiller la fertilité de la terre. Est-ce que ça marchait? Vous remarquez un schéma. Dans l'Égypte antique, l'intime était politique, le corps était un outil, et la honte, une arme plus puissante qu'une armée. Et ce n'était que le début. Car pendant que les pharaons gravaient ces récits dans la pierre, un peu plus à l'est, les rois mésopotamiens inventaient leur propre façon d'utiliser la sexualité pour dominer, et leur méthode faisait passer Ramsès pour un amateur. Vous sentez maintenant la poussière chaude de la Mésopotamie, cette terre où tout semble brûler sous le soleil. Les briques des palais, les tablettes d'argile, même les ambitions des rois. Ici, entre le Tigre et l'Euphrate, le pouvoir se mesure non seulement en terre conquise, mais aussi en force, et surtout en virilité. Si vous pensiez que les pharaons étaient inventifs, attendez de voir comment les souverains mésopotamiens utilisaient l'intimité pour asseoir leur domination. Vous êtes dans la cour d'Assurbanipal, roi d'Assyrie. Les fresques de ses palais le montrent dans des postures triomphantes, arcs tendus, lions terrassés, barbe d'ennemis piétinée. Mais derrière ces images officielles, la réalité est plus personnelle. Les rois assyriens croyaient que leur virilité reflétait directement la prospérité du royaume. Si le roi était puissant, alors la ville vivait, les récoltes abondaient et les dieux souriaient. Sinon, disons que les sacrifices se multipliaient. Les scribes nous ont laissé des récits étranges. Lors des grandes fêtes religieuses, certains rois participaient à des démonstrations publiques destinées à prouver leur force. Attention, on reste soft. L'essentiel n'était pas l'acte, mais l'affirmation symbolique que le roi contrôlait la vie et la mort, le chaos et l'ordre. Un chroniqueur babylonien parle même d'un banquet où un souverain, pour humilier un rival, fit asseoir ce dernier sur un trône minuscule, le couvrant de bijoux, avant de le déclarer publiquement épouse du royaume. On ne sait pas ce qui a blessé le plus, la honte ou les boucles d'oreilles. Plus fascinant encore, les rois mésopotamiens associèrent la maîtrise du corps à la maîtrise du cosmos. Dans certaines cités, comme Uruk, le roi devait accomplir chaque année une union rituelle avec une prêtresse incarnant la déesse Inanna. La cérémonie était censée garantir la fertilité du sol et la prospérité des troupeaux. La prêtresse lisait des hymnes, les musiciens jouaient des harpes et la foule chantait à l'extérieur du temple. Pour les habitants, ce n'était pas une curiosité, c'était la survie même de la cité.
Si le roi échouait, les dieux pouvaient maudire la terre. Pas de pression, évidemment, et puis il y avait la peur. Les Assyriens, réputés pour leur cruauté militaire, savaient parfaitement l'utiliser. Dans certains décrets royaux, on retrouve des mentions de châtiments sexuels imposés aux traîtres, symboliques mais dévastateurs pour l'honneur. La réputation d'une famille pouvait être détruite pour plusieurs générations. Dans des sociétés obsédées par l'héritage et la pureté du nom, il suffisait d'une humiliation publique pour effacer toute trace d'autorité. Imaginez, vous êtes un chef rebelle capturé. Vous attendez la mort, mais non. On vous épargne à condition d'accepter un rituel qui vous ridiculisera aux yeux de tous. Vous devenez l'histoire qu'on raconte aux enfants pour les dissuader de désobéir. L'Assyrie n'avait pas besoin de couper toutes les têtes. Il suffisait d'en marquer quelques-unes pour que tout le monde reste sage. Un peu comme ces contraventions de stationnement disproportionnées, mais version Tigre et Euphrate. Une anecdote curieuse vient d'une tablette retrouvée à Ninive. Un roi aurait envoyé des eunuques experts dans les cités récemment conquises pour rééduquer les nobles locaux. On ne sait pas exactement ce que cela impliquait, mais les chroniqueurs évoquent des leçons intimes destinées à rappeler qui commandait désormais. Était-ce une réalité historique ou une exagération destinée à glorifier le pouvoir central? Là encore, les débats font rage. Ce qui frappe, c'est la logique universelle derrière tout ça. Contrôler les corps pour contrôler les esprits. Les rois mésopotamiens avaient compris qu'un symbole pouvait être plus fort qu'une armée. La domination intime, même suggérée, laissait des traces profondes. Les fresques des palais racontent des histoires de triomphes militaires, mais derrière chaque lion terrassé se cache une autre victoire, plus subtile, celle sur l'ego des ennemis. Et puis, il y avait les dieux. Ah, toujours eux. Les rois mésopotamiens se disaient choisis, incarnation vivante de divinités masculines tout-puissantes. Mais que se passait-il si la fertilité du sol déclinait? Eh bien, on blâmait le roi. Et parfois, pour apaiser les divinités, il devait se soumettre à des rituels humiliants. Oui, même le roi. Dans une inscription fragmentaire, on découvre qu'un souverain babylonien aurait dû porter des vêtements féminins lors d'une cérémonie pour symboliser la terre féconde. Était-ce une tradition sacrée ou une punition divine déguisée? Les historiens ne s'entendent pas. Vous remarquez peut-être un schéma qui se dessine. Entre l'Égypte et la Mésopotamie, la sexualité est instrumentalisée, codifiée, ritualisée, mais jamais anodine. Et vous commencez à deviner que ce modèle va se répéter ailleurs, sous d'autres noms, avec d'autres dieux. Vous sentez l'odeur d'argile humide, entendez le cliquetis des tablettes fraîchement gravées. Vous êtes au cœur d'un monde où chaque geste est politique, où le corps du roi incarne le destin de la cité. Mais plus à l'ouest, en Grèce, les rois et les philosophes vont inventer une autre façon d'utiliser l'intimité, comme une arme, intellectuelle. Vous entendez les vagues de léger qui s'écrasent doucement contre les rochers comme un bruit de fond hypnotique. Vous êtes à Sparte? Non, attendez, peut-être Athènes. Ici, tout dépend de l'endroit où votre sandale touche le sol, parce que la Grèce antique, ce n'est pas une civilisation. C'est un puzzle de cités-États, chacune persuadée d'avoir trouvé la recette ultime du pouvoir. Pourtant, un fil commun les relie, l'usage du corps et du désir comme instrument politique. Les Grecs ont une réputation de grands penseurs, Platon, Aristote, Socrate, des gens qui passent leur journée à disserter sur la nature de l'âme, l'essence de la vertu et le sens de la vie. Mais derrière les discours philosophiques, il y a une réalité sociale plus complexe. Ici, les relations intimes, notamment entre hommes, n'étaient pas qu'une affaire privée. Elles structuraient l'éducation, la politique et la guerre. Prenez Sparte, par exemple. L'élite militaire formait des liens très étroits, à la fois physiques et émotionnels. Ce n'était pas juste une question de camaraderie,
Ces relations faisaient partie d'une stratégie de cohésion du groupe. L'idée? Si vous êtes lié à votre compagnon d'armes par un lien intime, vous ne fuirez pas le champ de bataille. Un historien moderne a même comparé ça à un management des ressources humaines par attachement émotionnel. Comme quoi, les RH ne datent pas d'hier. À Athènes, la situation était différente. Les citoyens libres vivaient sous un système démocratique, enfin surtout si vous étiez un homme adulte, riche et propriétaire, donc pas vraiment tout le monde. Mais même là, les relations entre mentors et disciples faisaient en partie intégrante de l'éducation civique. On appelle ça la paiderastia. Un jeune homme était pris sous l'aile d'un citoyen plus âgé, qui l'initiait non seulement à la rhétorique et à la philosophie, mais aussi à une certaine forme d'intimité codifiée. Et puis, il y a les rois. Dans certaines cités comme Sparte ou Macédoine, les souverains utilisaient l'intimité comme arme diplomatique. Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, aurait, selon certaines sources, séduit des adversaires politiques, puis les aurait publiquement humiliés pour s'assurer de leur loyauté. Était-ce vrai? Impossible à dire. Les auteurs antiques adoraient noircir le portrait des puissants. Mais l'accusation suffisait à instiller le doute et à affaiblir un rival. Un exemple fascinant vient des symposia athéniens, ces banquets où l'on buvait, débattait et jouait à des jeux d'esprit. Imaginez un dîner TEDx, mais avec plus de vin et moins de PowerPoint. Entre deux coupes de vin, les convives discutaient de politique, de philosophie et de relations intimes. Le désir devenait un sujet de conversation assumé, presque une métaphore de la gouvernance. Savoir séduire, c'était savoir diriger. Une anecdote étrange concerne Alcibiade, un général athénien, célèbre pour son charisme et ses trahisons à répétition. Lors d'un banquet, il aurait publiquement accusé Socrate de l'avoir repoussé après une tentative de séduction. Oui, Socrate, celui des dialogues philosophiques. L'histoire est racontée par Platon dans le banquet, et les chercheurs s'interrogent encore. Était-ce une vraie dispute intime ou une démonstration publique de pouvoir? Les Grecs mélangeaient tellement les sphères privées et politiques qu'il est difficile de démêler l'un de l'autre. Pendant ce temps, à Sparte, la sexualité prenait un autre sens, celui de l'eugénisme. Les rois spartiates encourageaient des unions choisies pour produire des enfants parfaits, futurs soldats invincibles. Les couples jugés inadaptés étaient parfois séparés de force, et les bébés perçus comme faibles pouvaient être abandonnés. La notion moderne de consentement n'existait pas. L'État décidait. Une intrusion totale dans la vie intime des citoyens au nom de la gloire militaire. Vous sentez peut-être la contradiction. D'un côté, la Grèce célèbre l'amour, l'éros, la beauté du corps et de l'esprit. De l'autre, elle instrumentalise ces mêmes relations pour servir la politique, la guerre ou le prestige personnel. C'est un paradoxe fascinant. Derrière les poèmes de Sappho et les statues d'Apollon, il y a des rapports de domination bien réels. Et si vous vous demandez où tout ça nous mène, l'héritage grec va influencer les Romains, qui pousseront encore plus loin l'idée que l'intimité peut devenir un outil de propagande. Imaginez l'orgueil athénien combiné au goût romain pour le spectacle. Oui, ça promet. Mais avant de plonger dans les orgies d'empereurs et les scandales de sénateurs, il faut encore traverser un peu plus à l'est. Car en Inde, les rois ont inventé une autre forme de domination, celle où l'intime se confond avec le sacré, et où le consentement n'est pas tant une question personnelle qu'un devoir spirituel. Vous sentez l'odeur du santal et des fleurs de jasmin qui flottent dans l'air chaud. Les pas des serviteurs glissent sans bruit sur les dalles de marbre, et les carillons tintent doucement dans la brise. Vous êtes dans une cour impériale de l'Inde ancienne, là où le pouvoir se mêle à la spiritualité et où l'intimité devient presque une affaire cosmique. Ici, tout est sacré, tout est codifié et, bien sûr, tout peut être instrumentalisé. Les rois indiens de l'époque védique et classique croyaient détenir un pouvoir accordé directement par le divin.
Leur corps n'était pas seulement leur propriété. Il représentait l'équilibre entre les forces du cosmos. Ce n'était pas un simple symbole. Tout, de leurs repas à leurs relations intimes, était soigneusement réglé pour maintenir cet ordre. Quand le roi s'unissait à son épouse principale, souvent appelée Maharani, ce n'était pas perçu comme une scène privée, mais comme une cérémonie quasi sacrée censée assurer la prospérité du royaume. Les textes anciens, comme le Rig Veda et plus tard le Kama Sutra, décrivent une vision du désir, où le plaisir et le devoir spirituel s'entremêlent. Mais ne vous y trompez pas. Derrière la poésie, il y avait aussi une logique de pouvoir. L'union rituelle du roi et de la reine symbolisait l'harmonie entre la terre et le ciel. Si le roi échouait à accomplir ce devoir, et certaines légendes ne se gênent pas pour raconter ses ratés, on croyait que les moussons pouvaient se tarir et que les récoltes seraient maudites. Aucun stress, évidemment. Les cérémonies les plus célèbres étaient celles d'Ashvamedha, littéralement le sacrifice du cheval. Une pratique fascinante et franchement déroutante pour nous aujourd'hui. Le roi libérait un cheval sacré qui parcourait les territoires voisins. Si le cheval passait sans être capturé, c'était la preuve que la puissance royale n'était contestée par personne. Puis venait la partie rituelle. Le cheval était sacrifié et la reine devait passer la nuit à ses côtés, sous des couvertures, récitant des mantras destinés à transférer la force virile de l'animal au souverain. Une anecdote célèbre concerne Chandragupta Maurya, fondateur de l'empire Maurya au IVe siècle avant. J. Bos. C. Selon certaines sources, il aurait créé un conseil secret des dévotions, composé de prêtres et de courtisanes, chargé d'élaborer des rituels complexes mêlant extase, méditation et politique. On raconte qu'il utilisait ces rites pour impressionner les ambassadeurs étrangers. Imaginez la scène, un diplomate grec invité à assister à une cérémonie où le roi se place littéralement comme un intermédiaire entre les dieux et les mortels, tout en laissant entendre que la prospérité de votre royaume voisin dépend de sa bonne volonté divine. Un coup de com' magistral. Mais derrière le faste, il y avait une face plus sombre. Dans certaines dynasties, les rois imposaient des humiliations rituelles à leurs ennemis capturés, les forçant à participer à des cérémonies d'union spirituelle où leur rôle n'était pas choisi. La logique était simple, ce qui est sacré devient indiscutable. Refuser, c'était offenser les dieux. Accepter, c'était se soumettre au roi. Quand le divin est utilisé comme alibi, il n'y a plus vraiment d'échappatoire. La philosophie indienne compliquait encore les choses. Le dharma, ce principe d'ordre universel, dictait que chacun devait remplir son rôle avec dévotion. Le roi comme garant de l'équilibre, le sujet comme fidèle serviteur. Résultat, les rituels où le corps devenait un instrument du pouvoir ne suscitaient pas forcément de rébellion ouverte. Tout semblait naturel, presque nécessaire. Et pourtant, certains textes laissent entrevoir des tensions. Dans le Mahabharata, cette épopée monumentale, on trouve des passages où des reines et des princesses expriment leur révolte contre ces usages, suggérant qu'elles ne sont pas toujours consentantes. Était-ce une critique sociale cachée? Les chercheurs ne sont pas d'accord. Peut-être qu'à travers les mythes, certains poètes tentaient de poser la question. Où finit le sacré? Où commence la manipulation? Un détail amusant. Le Kama Sutra, que l'Occident a longtemps réduit à un manuel de position, servait en réalité aussi de guide politique. Oui, vraiment. On y trouve des passages entiers expliquant comment séduire pour obtenir des faveurs, comment flatter un roi et comment éviter d'être pris au piège dans un réseau de courtisanes. Un mélange entre philosophie, sociologie et stratégie de palais. Si ça vous rappelle LinkedIn, mais version 2e siècle, ce n'est pas totalement faux. Alors que vous traversez ces jardins parfumés, un paradoxe se dessine. Dans l'Inde ancienne, le corps pouvait être sacré et intouchable, mais aussi soumis et manipulé. L'humiliation devenait indiscutable
dès qu'elle portait le vernis du divin. Mais pendant que les souverains indiens gravent leurs rituels dans les Védas et les fresques des palais, plus loin à l'ouest, d'autres rois s'apprêtent à pousser l'usage politique de l'intimité encore plus loin. Car, à Rome, on ne se contente plus des symboles. L'intime devient spectacle. Et, croyez-moi, l'empereur Néron n'avait rien d'indiscret. Vous marchez maintenant sur les pavés tièdes de la Via Sacra à Rome. Le soir tombe, mais la ville ne dort jamais. Des rires éclatent derrière les colonnes des tavernes, des chevaux hennissent, et au loin, le Colisée se découpe sur un ciel rosé. Ici, le pouvoir ne se cache pas derrière des rideaux d'encens ou des mantras murmurés. Il se met en scène. Rome n'invente pas le lien entre intimité et domination, mais elle le transforme en spectacle. Les empereurs romains savaient que leur corps appartenait à l'État. Leur vie privée, un concept inexistant. Chaque rumeur, chaque murmure, chaque geste intime pouvait devenir une arme politique. Et parfois, ils choisissaient d'utiliser eux-mêmes ces rumeurs comme des instruments de pouvoir. Prenez Auguste, le fondateur de l'Empire. Officiellement, il incarne la vertu et la retenue. Mais pour maintenir son autorité, il imposa des lois sévères sur la morale sexuelle. Oui, vous avez bien entendu. L'homme qui consolidait un empire gigantesque trouvait le temps de légiférer sur qui couche avec qui. Les adultères publics étaient sanctionnés, les unions jugées indécentes proscrites. Derrière la façade d'ordre moral, une idée simple, contrôler les corps pour contrôler les esprits. Mais tout bascule avec Caligula. Les chroniqueurs le décrivent comme un empereur exubérant, extravagant, parfois délirant. Selon certains récits, il aurait utilisé l'humiliation intime pour rappeler à ses sénateurs que, peu importe leur prestige, ils restaient qu'aux sujets. Il organisait des banquets où il plaçait les sénateurs les plus influents à côté de leurs épouses, avant de se lever et de les inviter à passer un moment dans une chambre voisine. Était-ce vrai? Ou un ragot destiné à noircir son image? Néron, lui, va encore plus loin. Ah, Néron, celui qui aurait incendié Rome pour composer un meilleur poème, ce qui est probablement faux, mais c'est tellement dans son style qu'on continue de le croire. Sous son règne, l'intimité devient performance. On raconte qu'il organisa des jeux nocturnes où les participants étaient masqués, vêtus de peaux d'animaux, et qu'il se mêlait à la foule, choisissant ses partenaires au hasard. Était-ce de l'exubérance personnelle ou une manière de rappeler à tous que même les aristocrates les plus puissants n'étaient que des figurants dans son théâtre? Une anecdote célèbre et troublante concerne son union avec un jeune affranchi, Sporus. Après la mort de son épouse, Néron le fit castrer, l'habilla en femme et l'épousa dans une cérémonie officielle avec dot, voile et banquet. Pourquoi? Certains pensent que Néron cherchait à ressusciter son amour perdu. D'autres y voient un message politique. L'empereur pouvait redéfinir les rôles, les genres et les conventions. Une manière de dire « À Rome, la loi, c'est moi ». Pendant ce temps, les sénateurs fulminaient, mais n'osaient rien dire. Parce que dans la Rome impériale, le silence valait survie. Une simple rumeur d'inconduite pouvait ruiner une carrière. L'accusation d'avoir participé à des orgies organisées par l'empereur, vraies ou fausses, suffisait à briser une réputation. Les empereurs le savaient et en jouaient, les réputations étaient des armes plus tranchantes que les glaives. Ce n'était pas que du voyeurisme, tout ça servait un but politique. Dans une société obsédée par l'honneur, la virilité et la lignée, toucher à l'intimité de quelqu'un revenait à contrôler son futur. Et Rome savait codifier la honte. Certaines condamnations incluaient des unions forcées, symboliques, destinées à ridiculiser l'accusé sans verser une goutte de sang. Dans les fresques et les textes, on retrouve des traces de ces pratiques, mais jamais trop explicites, comme si l'histoire elle-même hésitait à tout dévoiler. Les Romains, fascinés par le pouvoir des images,
en faisaient aussi un outil. Les statues des empereurs les représentaient jeunes, beaux, presque divins, même quand ils étaient vieux, malades ou haïs. Pendant ce temps, les ennemis politiques voyaient leurs portraits ridiculisés, parfois caricaturés de manière sexuelle, pour les discréditer. Une campagne d'affichage géante, 2000 ans avant Twitter. Quoi qu'il en soit, Rome perfectionne l'idée déjà esquissée en Égypte et en Mésopotamie. L'intimité devient un instrument de propagande. Mais contrairement aux rites secrets des temples, ici tout se joue en public, sous les yeux d'un peuple fasciné. Le pouvoir se met en scène, les humiliations se chuchotent, et les scandales deviennent viraux à l'échelle d'un empire. Vous sentez l'odeur du vin épicé, entendez les rumeurs qui circulent sur les forums. Dans quelques rues, les artisans sculptent déjà les statues de l'empereur, tandis que des courtisanes racontent les derniers potins à des marchands étrangers. Mais loin, très loin à l'est, une autre civilisation impériale perfectionne, elle aussi, l'art de contrôler les corps, avec beaucoup plus de discrétion. Parce qu'en Chine, le pouvoir ne crie pas, il murmure. Et les lits impériaux ne servaient pas qu'à se reposer. Vous traversez maintenant un couloir sombre, tapissé de soie rouge, où les lanternes diffusent une lumière douce et presque hypnotique. Vous êtes dans la cité interdite, sauf qu'elle ne s'appelle pas encore comme ça. La Chine ancienne, sous les dynasties Shang et Han, respire la discrétion. Ici, le pouvoir ne s'exhibe pas dans les orgies comme à Rome. Il s'infiltre, se murmure, se cache derrière des portes coulissantes. Et si les empereurs chinois gouvernaient le corps de l'Empire, ils contrôlaient aussi, très littéralement, les corps des autres. Tout commence avec le concept du mandat du ciel. Dans la pensée chinoise, l'empereur ne règne pas par la force brute, mais parce que les dieux l'ont choisi pour maintenir l'équilibre du monde. Et pour prouver qu'il mérite ce mandat, il doit être fertile. Oui, encore une fois, la prospérité du royaume dépend de la vigueur du souverain. Un empereur incapable d'assurer sa descendance, c'était un empire en danger. Sous la dynastie Han, les archives impériales mentionnent un document fascinant, le Sefouyan, une sorte de journal secret des visites nocturnes de l'empereur. Chaque concubine y était répertoriée, son nom, son rang et la fréquence des rendez-vous. Imaginez un tableur Excel, mais version 2e siècle, gravé sur bambou. Ce n'était pas une question de plaisir, mais de stratégie. Il fallait équilibrer les alliances entre les grandes familles nobles représentées dans le harem. Accorder trop d'attention à une concubine d'une maison influente et vous déclenchiez une guerre politique. Laissez une autre de côté et vous risquiez un complot. Les empereurs chinois s'appuyaient sur une institution très particulière, les eunuques. Ces serviteurs castrés géraient l'accès aux appartements impériaux. En contrôlant qui voyait l'empereur, ils contrôlèrent le pouvoir, et parfois, ils s'en servaient pour manipuler les alliances. Les annales racontent qu'un eunuque particulièrement influent sous l'empereur Ling des Han imposait un véritable agenda intime au souverain, choisissant quelle concubine voir et quand. L'empereur était littéralement otage de son propre harem. Une anecdote célèbre concerne l'empereur Wu des Han. On raconte qu'il avait une concubine préférée, Lady Li, et qu'il l'appelait « mon petit phénix ». Jalouses, les autres courtisanes ont formé une alliance secrète pour le discréditer. Elles ont soudoyé les eunuques afin de manipuler son emploi du temps intime et l'éloigner progressivement de Lady Li. Résultat, elle perdit son influence et son clan tomba en disgrâce. Un coup d'État sans bataille, sans glaive, juste des rideaux de soie tirés au bon moment. La subtilité chinoise allait plus loin. Il existait tout un système de récompenses et de sanctions codifiées à travers les relations impériales. Être invité une nuit par l'empereur, c'était un honneur qui pouvait faire grimper en flèche la position politique de toute une famille. Être ignoré trop longtemps, c'était tomber dans l'oubli, voire finir dans un couvent bouddhiste à l'autre bout du royaume.
Le corps devenait un passeport social et le lit impérial, un trône invisible. Et puis, il y avait l'obsession pour la longévité. Sous les Han et surtout les Tang, certains empereurs consultaient des maîtres taoïstes pour prolonger leur énergie vitale. Cela impliquait des prescriptions assez spécifiques. On croyait que l'essence vitale, le Jing, se transmettait par l'union sexuelle. Certains empereurs étaient encouragés à équilibrer leurs forces en multipliant les partenaires, mais sans jamais atteindre l'extase complète afin de conserver l'énergie du dragon. Oui, imaginez devoir gérer un empire colossal et un programme de méditation respiratoire millimétré. Pas étonnant que certains préféraient déléguer la paperasse. Les textes taoïstes décrivent même des manuels de chambre destinés à optimiser ces échanges d'énergie. On y trouvait des schémas détaillés, des postures précises et des correspondances astrologiques. Le moment exact de la rencontre devait parfois être choisi selon la phase de la lune. L'objectif n'était pas le plaisir personnel, mais l'harmonie cosmique et, accessoirement, la prospérité fiscale. Ce qui frappe, c'est l'efficacité discrète de ce système. Contrairement à Rome, il n'y avait pas besoin d'humilier publiquement les rivaux. On les invitait simplement à participer à des rites de purification, dont les implications sociales étaient comprises de tous, mais jamais prononcées. L'humiliation silencieuse pouvait être plus redoutable que 1000 discours. Une rumeur persistante veut même que, sous la dynastie Tang, certaines concubines aient été secrètement formées à l'art de l'espionnage. On leur apprenait à séduire les ambassadeurs étrangers, à leur soutirer des informations confidentielles, puis à les laisser croire que ces confidences nocturnes n'avaient jamais eu lieu. Était-ce vrai? Les chercheurs ne s'accordent pas, mais avouez que ça aurait fait un excellent scénario de série Netflix. Dans ce labyrinthe de soi et de murmures, le corps est une monnaie d'échange, un outil politique, un symbole cosmique. Tout est codifié, tout est consigné, mais rien n'est jamais dit à voix haute. Et vous, à travers les corridors parfumés, vous sentez déjà que le vent change. Car ailleurs, sur un autre continent, d'autres civilisations vont pousser encore plus loin cette fusion entre sacré, désir et domination. Direction les forêts luxuriantes et les temples étincelants des Mayas et des Aztèques, où le plaisir devient sacrifice et la punition un dialogue direct avec les dieux. L'air est lourd, presque liquide, chargé d'humidité et de parfums épicés. Vous entendez au loin le battement sourd des tambours comme un cœur géant tandis que la jungle respire autour de vous. Vous êtes au cœur des cités précolombiennes, là où les Mayas et les Aztèques ont façonné des empires entiers au milieu de forêts épaisses et de volcans endormis. Ici, le pouvoir est sacré, et le corps humain est un langage. Un langage que seuls les rois savaient parler couramment. Sous ces ciels tropicaux, la frontière entre plaisir et punition est floue. Pour les Mayas, comme pour les Aztèques, l'intimité est profondément spirituelle. Chaque geste, chaque union, chaque offrande est une conversation directe avec les dieux. Mais bien sûr, quand le sacré se mêle à la politique, il devient aussi un formidable outil de domination. Chez les Mayas, le roi, appelé Kuhul Ajau, littéralement Seigneur divin, n'était pas seulement un chef militaire ou administratif, il incarnait l'équilibre cosmique. On croyait que sa vitalité personnelle influençait la fertilité des sols, la force des pluies et même les mouvements des étoiles. Certains rituels impliquaient que le roi et la reine se livrent à des cérémonies intimes en public devant les prêtres pour symboliser l'union entre la terre et le ciel, une pièce sacrée où la foule ne voyait pas tant deux humains qu'un homme-dieu rejoint la création du monde. Chez les Aztèques, le rapport au corps était encore plus radical. Dans leur vision du monde, chaque plaisir terrestre était une dette contractée envers les dieux, une énergie qu'il fallait leur rendre. Et devinez qui se chargeait de gérer ces dettes? Oui, encore une fois, le roi. Une cérémonie fameuse, appelée Toxcatl, illustre parfaitement cette logique. Chaque année, un jeune homme était choisi pour incarner le dieu Tezcatlipoca pendant 365 jours.
Pendant ce temps, il vivait comme un roi, vêtements de plumes, repas luxueux, concubines choisies parmi les plus belles. Tout le monde le traitait comme une divinité vivante. Puis, le jour de la fête, il montait les marches d'un temple, brisait volontairement ses instruments de musique et offrait son corps en sacrifice. Le plaisir et la mort, étroitement entremêlés, pour rappeler que la prospérité de l'Empire repose sur l'équilibre des forces cosmiques. Les Aztèques savaient aussi utiliser l'humiliation intime comme outil politique. Les chroniques espagnoles, certes biaisées, racontent que certains chefs vaincus étaient forcés de participer à des rituels simulant une soumission corporelle symbolique devant le roi aztèque. Était-ce vrai ou une invention des conquistadors pour justifier leur propre violence? Les chercheurs se déchirent encore sur la question. Ce qui est sûr, c'est que l'image d'un corps dominé devant le souverain servait à renforcer son aura divine. Et puis, il y avait les prêtres. Ah, les prêtres! Ils contrôlèrent le calendrier, les interprétations des signes et même le corps du roi. Certaines sources suggèrent que les souverains aztèques pratiquaient des disciplines corporelles extrêmes pour prouver leur pureté, jeûnes prolongés, automutilation symbolique, abstinence imposée avant certains sacrifices. Là encore, le pouvoir passait par la maîtrise de soi, mais aussi par la capacité à imposer ces mêmes disciplines à autrui. Une anecdote intrigante concerne Moctezuma II, l'empereur qui a vu arriver Hernán Cortés. On raconte qu'il organisait des banquets somptueux où l'abondance alimentaire rivalisait avec la beauté des courtisanes. Les ambassadeurs étrangers étaient invités à ces festins, mais sous une condition implicite: assister à des démonstrations rituelles destinées à rappeler la proximité du roi avec les dieux. Imaginez un diplomate toltèque essayant de sourire poliment pendant qu'on lui explique que la pluie tombera, uniquement si le roi satisfait les divinités. Une diplomatie haute en couleurs, parfumée au cacao et à la terre brûlante. Les chercheurs modernes remarquent que dans ces cultures, la sexualité, le sacrifice et la cosmogonie sont indissociables. On ne sépare pas l'intime du sacré. Chaque acte corporel est un fragment d'histoire cosmique, ce qui, évidemment, donnait au souverain un immense pouvoir sur l'imaginaire collectif. En contrôlant les rituels, ils contrôlèrent les croyances. Et en contrôlant les croyances, ils contrôlèrent les corps. Vous sentez les effluves de copal brûlant. Entendez les chants qui s'élèvent sous les pyramides. Le vent chaud transporte des odeurs de cacao, de sang, de fleurs écrasées. Vous êtes au cœur d'un monde où les gestes intimes sont des prières, où la honte et la dévotion se confondent. Et pendant ce temps, de l'autre côté des océans, en Perse, en Europe et ailleurs, un changement se prépare. Le passage progressif de l'intime sacré à l'intime politique, plus discret, mais tout aussi calculé. Dans ces royaumes en mutation, on ne sacrifie plus les corps, on les utilise subtilement. Et cette transition va redéfinir la frontière entre pouvoir et intimité. L'air change, comme si le monde retenait son souffle. Nous quittons les temples parfumés d'encens et les pyramides baignées de sang rituel pour entrer dans une époque où les rois, lentement, troquent les sacrifices publics contre des manipulations plus subtiles. L'intime reste une arme, mais son utilisation devient moins rituelle, plus politique. Et la honte se glisse dans les ombres. Nous sommes désormais à la croisée de plusieurs mondes. En Perse, sous les Sassanides, les rois continuent de mêler sacré et pouvoir, mais d'une manière moins spectaculaire. Ici, les chambres du palais remplacent les pyramides et les murmures valent plus que les tambours. Les souverains perses revendiquent leur descendance divine, mais ils utilisent la maîtrise de l'intime pour gouverner. Prenez Khosrow II, surnommé Parviz, l'un des derniers grands rois sassanides. Son harem, dit-on, comptait plusieurs milliers de femmes, princesses byzantines, esclaves indiennes, courtisanes persanes, toutes soigneusement réparties selon un protocole secret. Officiellement, c'était pour assurer une descendance divine,
mais les historiens soupçonnent un objectif plus stratégique, contrôler les alliances diplomatiques à travers les unions intimes. Chaque concubine représentait une maison, une province, parfois un royaume entier. En l'invitant dans son lit, le roi faisait bien plus que choisir une compagne. Il scellait un traité invisible. Les chroniqueurs arabes rapportent même qu'un noble rebelle aurait été forcé d'assister, impassible, à la promotion d'une de ses propres parentes au rang de favorite royale. Une humiliation publique, mais en coulisses, derrière les portes du palais. Ici, tout est insinuation. Rien n'est gravé dans la pierre. En Europe, la transition est similaire. Le christianisme s'impose peu à peu comme force morale, et avec lui naît une nouvelle hypocrisie royale. L'intime devient officiellement privé, mais officieusement, il reste un outil de pouvoir. Les mariages arrangés, par exemple, ne concernent pas seulement deux individus. Ce sont des pactes géopolitiques. L'union charnelle scelle l'alliance, la non-consommation peut l'annuler, et la répudiation peut déclencher une guerre. Un exemple célèbre, Henri VIII d'Angleterre. Quand son mariage avec Catherine d'Aragon ne produit pas l'héritier mâle qu'il espérait, il demande au pape l'annulation. Le refus mène à un schisme religieux, la création de l'Église anglicane et, accessoirement, 6 mariages royaux qui bouleversent l'Europe entière. Derrière les sermons et les bûchers, c'est une affaire intime qui redessine la carte du continent. Pendant ce temps, en Perse et dans le monde islamique naissant, le harem impérial devient un microcosme politique. Contrairement à l'image romantisée que nous avons aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'un jardin des plaisirs, c'était une arène diplomatique et un champ de bataille silencieux. Chaque favorite, chaque eunuque, chaque servante pouvait être un espion potentiel. Une anecdote fascinante vient du règne de Haroun al-Rachid, calife abbasside à Bagdad. On raconte qu'il utilisait ses courtisanes comme messagères politiques. Certaines étaient formées à séduire des ambassadeurs étrangers pour obtenir des informations, d'autres pour influencer les décisions de gouverneurs récalcitrants. Là encore, rien n'était dit publiquement. Tout se passait sous les voiles, derrière les rideaux. Les historiens se disputent encore sur l'impact exact de ces manipulations. Était-ce vraiment le roi qui tirait les ficelles, ou bien les eunuques, voire les courtisanes elles-mêmes? Dans certains récits, ces femmes deviennent des actrices majeures du pouvoir. L'exemple le plus frappant reste Roxelana, épouse de Soliman le Magnifique. Capturée comme esclave ukrainienne, elle devint l'une des femmes les plus influentes de l'Empire ottoman, maniant intrigues et alliances depuis le cœur du harem. En Europe, le phénomène prend une tournure différente. On ne parle pas de harem, mais de lit d'État. Dans la France de Louis XIV, le roi se levait et se couchait sous les yeux de dizaines de courtisans. Ces rituels, d'apparence intime, servaient en réalité à distribuer faveurs et privilèges. Être invité à tenir le chandelier pendant le coucher royal, c'était obtenir une promotion assurée. Ne pas l'être, c'était un bannissement déguisé. L'intime, en apparence, disparaît des fresques et des chroniques. Mais en coulisses, il reste omniprésent. On ne grave plus les humiliations sexuelles dans la pierre, on les chuchote dans les couloirs. Les corps ne sont plus sacrifiés aux dieux, ils sont utilisés comme leviers dans des jeux de pouvoir invisibles. Un contraste frappant avec les civilisations précédentes. Autrefois, l'intimité était un théâtre ouvert. Ici, elle devient un labyrinthe. Et vous marchez dans ces couloirs sombres, entourés de rideaux épais et de tapis qui étouffent les sons. Chaque sourire, chaque parfum, chaque murmure cache un pacte, une trahison, une vengeance en préparation. Et pourtant, malgré les changements, quelque chose demeure. L'idée que contrôler les corps, c'est contrôler les âmes. Et ça, les rois et les empereurs de toutes les époques l'ont bien compris. Dans la dernière section, nous plongerons dans les zones d'ombre, les mythes, les controverses et les secrets que les historiens n'ont jamais vraiment éclaircis. Car certaines pratiques restent enveloppées de silence.
Et le silence, parfois, en dit plus long que 1000 fresques. Vous avancez maintenant dans les zones les plus obscures de l'histoire, là où les sources se contredisent, où les fresques se fissurent et où les murmures se perdent dans le sable. C'est ici que se cachent les secrets les plus insaisissables des rois de l'Antiquité, ces pratiques dont on ne sait jamais si elles ont existé, ou si elles ont été inventées pour les détruire après leur mort. Car le silence, parfois, est une arme. Et le plus fascinant, c'est que certaines de ces histoires persistent depuis 2000 ans sans qu'aucune preuve concrète ne les confirme. Elles flottent entre mythe et réalité, alimentées autant par les archives que par l'imagination collective. Prenez les chroniques romaines. Suétone, Tacite et Dion Cassius adorent nous raconter les orgies de Caligula, les mariages impossibles de Néron ou les humiliations sexuelles imposées à des sénateurs récalcitrants. Mais peut-on les croire? Même incertitude en Égypte. Certains papyrus semblent décrire des rites où des captifs seraient contraints à des unions sacrées devant le pharaon. Mais ces textes sont fragmentaires, souvent lacunaires. Peut-être qu'il s'agissait simplement de métaphores religieuses mal interprétées. Ou peut-être pas. Après tout, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et les archives de cette époque ont été largement perdues ou détruites. Les civilisations précolombiennes, elles aussi, restent enveloppées de mystères. Les conquistadors espagnols ont décrit les cérémonies aztèques comme des débauches effrayantes, mêlant plaisir, sacrifice et humiliation imposées aux vaincus. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'historiens pensent que ces récits étaient exagérés pour justifier la conquête et les violences des colons. Peut-être que les Aztèques étaient moins cruels, ou simplement cruels autrement. La Chine ancienne, malgré sa bureaucratie méticuleuse, garde elle aussi ses secrets. Les archives impériales évoquent des entraînements imposés à certaines concubines pour des raisons énergétiques, mais sans jamais préciser en quoi ces exercices consistaient. Certains sinologues y voient des techniques taoïstes liées à la circulation du QI, d'autres des pratiques beaucoup plus prosaïques. Entre méditation et manipulation, la frontière se brouille. Et puis il y a les légendes qui ne meurent jamais. Dans certaines régions d'Inde, on raconte encore des histoires sur des rituels royaux où des épouses devaient absorber l'énergie divine du souverain pour assurer la prospérité du royaume. Les Védas en parlent, mais de façon poétique, presque codée, et chaque génération interprète ces passages différemment. Était-ce une métaphore cosmique, une pratique réelle ou un mélange des deux? Ce qui est sûr, c'est que les rois, partout, ont compris une vérité universelle. Le corps est un symbole. Qu'il s'agisse de l'exposer, de l'humilier, de le sacraliser ou de le contrôler, il raconte des histoires que les mots n'osent pas dire. En Égypte, en Mésopotamie, en Grèce, en Inde, à Rome, en Chine, chez les Mayas ou les Aztèques. Les souverains ont utilisé l'intime pour dominer sans avoir besoin de lever l'épée. Et ce fil invisible relie les empires les plus différents, le pouvoir sur les corps comme raccourci vers le pouvoir sur les âmes. Mais ce fil se perd dans le temps. Chaque historien, chaque archéologue, chaque chercheur se heurte à des murs de silence, de censure, de traditions disparues. Les tablettes se sont effacées, les fresques se sont érodées, les récits se sont déformés. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Car l'idée que l'intime a façonné la politique mondiale est déjà assez vertigineuse. Pas besoin de tout savoir pour sentir son poids. Alors vous fermez les yeux. Vous imaginez les couloirs de marbre, les rideaux de soie, les temples parfumés, les trônes sculptés. Vous sentez l'encens, le vin, le sable chaud, la peur et la dévotion mêlées. Vous entendez les murmures des prêtres, les rires des courtisanes, les pas feutrés des eunuques, les chants sacrés qui montent jusqu'aux étoiles. Et lentement, tout s'estompe. Les visages se floutent, les bruits se dissolvent, les empires s'effacent. Il ne reste plus que le souffle tranquille de l'histoire, comme une mer qui se retire sans fin. Alors, vous relâchez les épaules et laissez vos pensées flotter.
Tout ce que vous avez entendu ce soir appartient au passé, enfoui sous des couches de poussière et de silence. Les empires se sont effondrés, les trônes ont disparu, les palais sont devenus des ruines envahies de lierre. Les rituels qu'ils pratiquaient, qu'ils soient réels ou exagérés, se sont dissous dans le temps comme des traces de pas sur le sable. Fermez les yeux un instant. Imaginez ces rois, jadis si puissants, aujourd'hui réduits à des fragments de poterie et quelques lignes gravées dans la pierre. Leurs secrets dorment encore sous les dunes et peut-être qu'ils ne seront jamais totalement révélés. Et c'est très bien ainsi. Vous inspirez profondément. Les bruits de votre pièce remplacent peu à peu les chants des prêtres et les murmures des palais. Tout devient plus lent, plus doux, et quand le sommeil viendra, laissez-le vous emporter comme une barque sur un fleuve tranquille. Laissez l'histoire continuer son murmure, là-bas, pendant que vous rêvez ailleurs.